Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 27 juin 2022. Il est 19 heures. Constatation du quorum est faite. 2, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, bonsoir. Alors, je vous propose l'adoption de l'ordre du jour du 27 juin 2022, tel qu'il vous est présenté. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal. 3.1, Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 juin 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, dépôt des listes d'engagement. Marcel? Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 22 juin 2022, laquelle comprend 171 commandes au montant de 218 217,74 $. Merci. 4.2, dépôt du rapport financier. Julie? Oui, alors, ça me fait plaisir de déposer le rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2021. Et puis, je vais vous faire une brève explication des principaux points. Alors, pour l'excédent de l'exercice consolidé ou surplus accumulé, au niveau de l'administration municipale, il y a eu des revenus de fonctionnement de 15 746 962 $, des charges ou dépenses pour 15 671 654 $, pour un excédent de l'exercice comptable de 75 308 $. Ensuite, les conciliations à des fins fiscales, on vient ajuster l'amortissement des immobilisations pour 2 986 446 $, les cessions nettes des immobilisations pour 240 194 $, les propriétés destinées à la revente pour 1 347 $. Ensuite, on vient soustraire les remboursements de la dette à long terme pour 2 445 138 $. Ensuite, il y a eu aussi des affectations à tenir compte au niveau des activités d'investissement pour 186 $, de l'excédent de fonctionnement, 198 715 $, de l'excédent de fonctionnement affecté 579 138 $ et un remboursement aux réserves financières et fonds réservés de 134 646 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales ou surplus de l'exercice de 1 501 178 $. On peut y ajouter le 151 750 $ qui provient de notre organisme contrôlé, qui est la Régie régionale de gestion de matières résiduelles, ce qui donne un surplus ou excédent de l'exercice consolidé de 1 652 928 $. Au prochain tableau, il s'agit du financement des investissements en cours non consolidés. Alors, au 1er janvier 2021, il y avait pour 2 337 704 $ de projets en cours qui n'avaient pas été financés encore. Au cours de l'exercice, des dépenses en immobilisation pour 11 868 249 $. Ensuite, plusieurs de ces projets-là ont été financés, dont par des revenus d'investissement, entre autres des contributions de promoteurs pour 7 134 283 $. Le financement à long terme ou des emprunts à long terme pour 3 298 017 $. Des affectations qui proviennent des activités de fonctionnement, 186 $. Excédent de fonctionnement non affecté, 218 033 $. De l'excédent de fonctionnement affecté, 345 134 $. Et le financement qui provient des réserves financières et fonds réservés, 304 201 $, pour un total de financement de 10 184 $.
ce qui donne au 31 décembre 2021 un solde de financement des investissements en cours de 4 204 769 $. Au 31 décembre 2020, il était de 2 337 704 et au 31 décembre 2019 de 4 546 867. Maintenant, l'état de la situation financière non consolidée, c'est-à-dire qui regroupe seulement la ville de Sainte-Catherine. L'état de la situation financière, c'est aussi le bilan. Il y avait des actifs financiers au 31 décembre 2021 pour 11 433 096, des passifs de 43 996 808, ce qui donne une dette nette de 32 563 712 $. On y ajoute les actifs non financiers pour 84 915 777 $, ce qui donne un excédent accumulé de 52 352 065 $. Cet excédent accumulé, qu'on peut appeler aussi avoir des contribuables, est composé de l'excédent de fonctionnement non affecté d'1 546 543 $, de l'excédent de fonctionnement affecté 2 303 481 $, des réserves financières et fonds réservés 775 301 $, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 486 300 $, du financement des investissements en cours de 4 246 264 $ et les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs de 52 459 304 $, ce qui nous donne le total de l'excédent accumulé de 52 352 065 $. Cet excédent était au 31 décembre 2020 de 45 142 472 $ et au 31 décembre 2019 de 43 199 705 $. On peut voir que l'excédent accumulé s'est écru au cours de ces 3 dernières années. Maintenant, je vais vous présenter l'endettement total net à long terme. L'endettement total net à long terme a pour base la dette à long terme qui est réellement empruntée, là, la dette brute de 37 662 400 $. On vient y ajouter les activités d'investissement à financer qui vont l'être probablement par emprunt dans les prochaines années, donc 4 539 915 $. On peut venir soustraire par la suite les sommes qui sont affectées au remboursement de la dette à long terme, principalement par les gouvernements ou les autres organismes municipaux, pour 6 814 587 $. Ensuite, on doit ajouter nos quotes-parts dans l'endettement total net à long terme de notre organisme contrôlé, qui est la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, de 1 178 561 $. Notre quote-part également dans la MRC de la Jacques-Cartier, 211 721 $, et de la Communauté métropolitaine de Québec, 21 721 $, ce qui donne au total un endettement total net à long terme de 36 799 731 $. Cet endettement était de 34 762 348 $ au 31 décembre 2020 et 34 031 781 $ au 31 décembre 2019. On peut voir qu'entre 2021 et 2020, l'endettement total net à long terme s'est accru d'environ 2 millions de dollars. Par contre, sur le tableau suivant, on est venu utiliser le montant de l'endettement total net à long terme et on a créé un ratio avec la richesse foncière uniformisée pour nous démontrer si notre endettement s'est accru plus rapidement ou moins rapidement que la richesse de la ville. Donc, le ratio entre
2021, c'était 3,60 %. Il était de 3,52 % en 2020 et 3,61 % en 2019. Donc, on peut voir sur le graphique que le ratio est relativement stable depuis les 3 dernières années, si bien que l'endettement n'augmente pas plus rapidement que la richesse foncière uniformisée. Merci. Alors, voilà. 4.3, lecture et dépôt. Donc, Mesdames et Messieurs, comme le prévoit l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2021. Madame Julie Cloutier, trésorière, vient de déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe, soit des états financiers consolidés en tenant compte de nos obligations envers les organismes régionaux. Elle a aussi déposé un document de présentation comme information additionnelle. Ces documents seront accessibles via notre site Internet ou sur demande. Rapport financier. Tout d'abord, l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2021 s'est soldé par un surplus de 1 501 178 $. En tenant compte de nos contributions aux organismes contrôlés, cet excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 à des fins fiscales s'établit à 1 652 928 $. Cet excédent des plus intéressants est particulièrement dû à la vente de terrain dans le parc industriel, aux revenus de taxes des nouvelles constructions et aux revenus de droits de mutation plus élevés que prévu. Revenus. Les revenus non consolidés ont donc atteint 15 746 962 $ par rapport à un budget de 15 225 870 $. Cette croissance s'explique par un marché immobilier en très bonne santé à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Avec notre part dans les revenus de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, nos revenus consolidés atteignent 17 264 452 $. Pour ce qui est des dépenses, au niveau des charges ou dépenses non consolidées avant amortissement, celles-ci totalisent 12 685 208 $ par rapport à un budget de 12 792 007 $. Il s'agit d'un écart favorable de 0,8 %. Dans les excédents non consolidés, dans les revenus, nous avons 15 745 962, dépenses avant amortissement 12 685 208, excédent 3 061 754, remboursement de la dette 2 445 138 $, remboursement du fonds de roulement 182 091 $, appropriation des sommes dans les excédents 777 853, autres affectations 288 800, surplus ou excédent de fonctionnement à des fins fiscales 1 501 178 $. L'excédent accumulé. Notre Ville dispose donc, au 31 décembre 2021, des excédents de plus de 4 millions pour faire face aux imprévus et pour rembourser une partie de notre dette à long terme comme suit. Surplus non affecté, 1 546 544 $. Surplus affecté à des fins spécifiques, 2 303 481 $ et les réserves foncières et fonds réservés, 775 301 $ pour un total de 4 625 326. Rapport du vérificateur externe. Le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton conclut que les états financiers consolidés donnent dans leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021. Ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Aucune réserve n'a été émise quant aux états financiers 2021. Dette à long terme. Notre dette à long terme non consolidée totalise 37 662 400 par rapport à 36 625 365 en 2020. Notre endettement total à long terme consolidé est de 36 799 239, ce qui nous donne un ratio d'endettement de 3,6. Il s'agit d'un ratio très stable depuis 2019, comme illustré dans le graphique de la page suivante. Cela démontre que l'endettement de la Ville n'est pas plus rapide que son enrichissement. Profil financier. Au dernier profil financier édition 2021, publié le 1er novembre 2021 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on peut constater l'excellente santé financière de notre Ville, comme le démontre le tableau suivant. Si on regarde le
Taux global de taxation uniformisée, Ville Sainte-Catherine, 1,4. Classe de population, 1,3. Région administrative, 1,1. Et tout le Québec, 1,0. Notre indice fiscal, ici, 99. Notre indice est donc inférieur de 1 % à la moyenne des villes comparables. Cet indice et le taux global de taxation uniformisée révèlent donc que nos contribuables sont moins taxés que dans plusieurs villes de notre région. Voici les indices de certaines villes de notre région à titre indicatif. Donnacona, le taux global de taxation, 1,19 pour un effort fiscal de 113 % Pont-Rouge, 1,13 pour un effort fiscal de 107 % Saint-Augustin-des-Maures, 1,3 pour un effort fiscal de 121 % Saint-Raymond, 0,99 pour un effort fiscal de 92 % Sainte-Brigitte-de-Laval, 1,27 pour un effort fiscal de 121 % Et enfin, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, 1,05 pour un effort fiscal de 99 % Situation financière. Bref, notre ville est donc dans une excellente situation financière, comme démontrent plusieurs indicateurs. Notre situation en 2021 est encore meilleure que celle de 2020. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jouit aussi d'un indice de vitalité économique parmi les meilleurs au Québec. Nous sommes au 12e rang à l'échelle de tout le Québec. L'attractivité que connaît notre ville permet la création de plusieurs emplois. Elle permet aussi d'offrir des services diversifiés et de meilleure qualité à la population et des coûts de services municipaux très compétitifs. Il m'a fait plaisir de vous présenter le présent rapport. Vous pouvez obtenir une copie complète du rapport financier audité 2021 pour la somme de 3,45 $. Il sera aussi accessible gratuitement via le site Internet de la Ville. La présentation de la trésorière, Mme Julie Cloutier, CPA-OMA, est également disponible gratuitement. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à la situation financière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et j'espère que les informations que contient ce rapport vous auront permis de mieux connaître notre administration municipale et la situation financière de votre ville. Une situation que plusieurs envient. Merci. Période de questions pour les rapports financiers? Il n'y en a pas? Donc, on va passer en 4.5, approbation de conditions d'embauche. Martin? Oui, alors, justement, assistante greffière, attendu que Mme Mélanie Côté a été nommée assistante greffière lors de la séance du 13 juin dernier par la résolution 257-0, attendu qu'il ait alors été convenu que les conditions de travail, la rémunération et la description des tâches seraient établies lors de la prochaine séance. Attendu que les titres de greffière adjoint et le trésorière adjointe ont été modifiés pour assistante greffière et assistante trésorière par la résolution 126-2022. Attendu le rapport de Mme la greffière et directrice des affaires juridiques, Isabelle Bernier, en date du 21 juin 2022, je propose d'amender le contrat de travail des cadres intermédiaires afin d'ajouter Mme Mélanie Côté à titre d'assistante greffière et que celle-ci bénéficie de la même grille salariale de l'assistante trésorière, rémunérée à l'échelon 4 de cette grille salariale rétroactivement au 6 juin 2022. Et également que la description des tâches soit celle présentée en vigueur pour la greffière adjointe et directrice des affaires juridiques en omettant le volant juridique et que les conditions applicables au contrat de travail des cadres intermédiaires prennent effet au 1er janvier 2022. Et de plus, que le contrat des cadres intermédiaires soit amendé afin de remplacer les titres greffière adjointe et trésorière adjointe par assistante greffière et assistante trésorière. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, approbation des conditions de travail. Martin? Oui, greffière et directrice des affaires juridiques, attendu que le 13 juin 2022, par l'adoption de la résolution 257-2022, le Conseil promue la greffière adjointe et directrice des affaires juridiques au poste de greffière et directrice des affaires juridiques, attendu que la résolution mentionnait alors que les conditions de travail, la rémunération et la description de tâches seraient établies à l'échéance du 27 juin 2022, attendu le rapport de M. le directeur général Marcel Grenier en date du 22 juin 2022, je propose d'amender le contrat de travail des directeurs de service afin d'ajouter Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ainsi
que de préciser les clauses particulières à son poste, telles que définies en annexe à la présente résolution. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation mineure. William, explication. Oui, le propriétaire de la propriété du 30-24 route de Fossambeau demande une dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 7,75 mètres et qui excède la hauteur du bâtiment principal, alors que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage 1259-2014 précise que la hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire est de 6 mètres et que celui-ci ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Merci. Consultation. Rien. Donc, Nathalie? Donc, pour la dérogation mineure, construction d'un garage isolé situé au 3024 route de Fossambeau. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Claude Letarte afin d'autoriser la construction d'un garage isolé situé au 3024 route de Fossambeau. Attendu que le garage isolé aurait une hauteur de 7,75 mètres, alors que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la hauteur du garage isolé ne peut excéder la hauteur d'un bâtiment principal qui est de 7,62 mètres. Attendu que le garage isolé aurait une hauteur de 7,75 mètres, alors que l'article 7.2.1.4.3 précise une hauteur maximale de 6 mètres pour un garage isolé. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2022, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 47-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 1,62 mètres pour la hauteur maximale du garage et qu'elle excède de 0,013 mètres par rapport à la hauteur de la résidence. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes désirant s'exprimer sur la demande, je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Claude Letarte à l'effet d'autoriser la construction de garages isolés en considérant une hauteur de 7,75 mètres au 3024 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation mineure. Explication, William? Oui, toujours au 30-24 route de Fossambeau, le propriétaire demande une dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une piscine dans la cour avant, alors que l'article 9.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 ne précise pas que les piscines sont autorisées dans la cour avant. Merci. Consultation? Nathalie? Donc, c'est la demande de dérogation mineure pour la construction d'une piscine creusée au 3024 route de Fossambeau. Attendu la demande d'une dérogation mineure déposée par M. Claude Letarte afin d'autoriser la construction d'une piscine creusée située au 3024 route de Fossambeau. Attendu que la piscine creusée serait située dans la cour avant, alors que l'article 9.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 ne précise pas que les piscines sont autorisées en cour avant. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif en date du 7 juin 2022, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 46-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure et porte sur la construction d'une piscine creusée en cours avant. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022.
Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par M. Claude Letarte à l'effet d'autoriser la construction d'une piscine creusée en cours avant, située au 3024 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande de dérogation. William, explication. Oui, on demande une dérogation mineure sur le lot projeté 6 515 834, soit un terrain qui est adjacent à la rue Désiré-Junot. Dans le fond, on demande la construction d'un bâtiment institutionnel détenant une hauteur de 7,035 mètres, alors que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que pour la zone 121M, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres. Merci. Consultation. Nathalie? Donc, demande de dérogation mineure concernant la construction d'un bâtiment institutionnel sur le lot projeté 6 515 834. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par la Petite École filante incorporée afin d'autoriser la construction d'un bâtiment institutionnel sur le lot projeté 6 515 834. Attendu que la hauteur du bâtiment serait de 7,035 mètres, moyenne des hauteurs des 4 élévations, alors que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que pour la zone 121M, la hauteur minimale de bâtiment principal est de 10 mètres. Attendu le dépôt du rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 45-2022. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 2,965 mètres. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par la Petite École filante incorporée à l'effet d'autoriser la construction d'un bâtiment institutionnel en considérant une hauteur de 7,035 mètres sur le lot projeté 6 515 834. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande d'enseigne. Nathalie? Donc, c'est une demande d'enseigne au 3914 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par Mme Jessica Proux pour la propriété située au 3914 route de Fossambeau en date du 30 mai 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 90C est assujetti sur les règlements sur les plans d'implantation et d'irrigation architecturale, PIIA, numéro 1347-2016, selon les critères des projets commerciaux prévus à l'extérieur des secteurs illustrés à l'annexe A. Attendu le dépôt du rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 juin 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour les enseignes commerciales telles que déposées par Mme Jessica Proux pour la propriété située au 3914 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande d'enseigne. Nathalie? Donc, toujours une demande d'enseigne au 4540 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne commerciale déposée par M. François Thibaudot de la compagnie Pose d'Images Incorporée pour le nouveau commerce Chocolat Favori qui sera situé à même le IGA des Sources au 4540 route de Fossambeau en date du 26 mai 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 66C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 1347-2016, selon les critères du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif en date du 14 juin 2022.
Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'architecture des constructions pour les enseignes commerciales tels que déposés par M. François Thibodeau de la compagnie Pose Images Incorporée pour la propriété sise au 4540 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, demande de permis. Nathalie? Donc, c'est une demande de permis de construction concernant le 62 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal déposée par Mme Catherine Côté de la compagnie Construction CRD Incorporée pour le 62 rue de la Tourbière en date du 6 juin 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 juin 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 juin 2022. Attendu que les critères d'analyse OPIA sont satisfaits. Attendu le rapport de M. le conseiller en urbanisme William Claveau en date du 16 juin 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal tel que déposé par Mme Catherine Côté de la compagnie Construction CRD Incorporée pour la propriété sise au 62 rue de la Tourbière et de délivrer le permis de construction pour le 62 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. 5.7, amendement de résolution. Nathalie? Donc, c'est l'amendement pour la résolution numéro 266-2022, l'autorisation de signature de l'entente Boisé-Natura phase 2. Attendu la résolution numéro 266-2022 adoptée à la séance du 13 juin 2022 concernant la signature de l'entente Boisé-Natura phase 2. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 266-2022, autorisant la signature de cette entente avec Développement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier Incorporé concernant la réalisation de la phase 2 du projet Boisé-Natura. Attendu que l'entente modifiée est jointe à la présente résolution. Attendu le rapport de Mme l'assistante greffière Mélanie Côté en date du 22 juin 2022, je propose d'amender la résolution numéro 266-2022 afin de corriger certains éléments à l'entente déposés précédemment et d'autoriser la signature de l'entente modifiée jointe au présent rapport. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parc et bâtiments, 7.1, 3 de contrat. Sylvain? Oui, il s'agit de l'octroi d'un contrat par appel d'offres pour la réfection de la toiture du garage municipal, phase 3. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour la troisième et dernière phase de la réfection de la toiture du garage municipal. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1588-2022 et que ce règlement n'est pas encore en vigueur. Attendu qu'un appel d'offres public a été tenu et une seule soumission a été déposée, tel qu'il apparaît au rapport d'ouverture de soumission joint au présent rapport. Attendu qu'une seule soumission a été reçue et déposée par Construction Côté et Fils Incorporé au montant de 276 837,95 sous, incluant les taxes, et que celle-ci est conforme. Attendu les ajustements proposés par l'architecte par la directive A-DC-01 concernant les conditions générales, les gouttières, les descentes pluviales, l'isolant d'entretoit existant et allocation de travaux non quantifiables. Attendu que l'entrepreneur a proposé un crédit de 19 000 plus taxes pour ces ajustements. Attendu la recommandation de Mme Marie-Ève Renaud, architecte, en date du 9 juin 2022. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 15 juin 2022. Je propose d'octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal à la compagnie Construction Côté et Fils Incorporé, et ce conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 1588-2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une somme de 221 881 plus taxes. Le contrat est composé de la présente résolution, des plans et devis, de l'addenda A-01, de la soumission déposée par l'entrepreneur le 2 juin 2022 et de la directive A-DC-01, et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1588-2022. Excusez.
Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, octroi d'un mandat de service professionnel, Sylvain. Oui, c'est un octroi de mandat de service professionnel de gré à gré pour la construction d'un bâtiment pour les services de travaux publics, division parcs et bâtiments. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi sur les cités civiles, entre autres à l'article 573.3.1.2, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le Conseil a octroyé par résolution numéro 273-2022 des mandats en architecture et structure et en génie civil pour la préparation des plans et devis du projet de construction d'un bâtiment pour les services de travaux publics, division parcs et bâtiments. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat pour la partie mécanique et électricité du projet. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 juin 2022, je propose de mandater la firme CBTech Incorporée pour la préparation des plans et devis en mécanique et électricité du projet de construction du bâtiment pour les services de travaux publics, division parcs et bâtiments. Les détails apparaissent à la proposition de service transmise par M. Simon Lacasse, ingénieur en date du 7 juin 2022. Le coût du mandat est établi à 52 663,50 plus taxes pour le volet 1 à 5. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1567-2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, octroi d'un contrat gré à gré. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour le remplacement d'une unité de climatisation de la caserne. Attendu que l'unité de climatisation de la salle du deuxième étage de la caserne doit être remplacée, attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 juin 2022, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Honeywell pour le remplacement de l'unité de climatisation de la caserne pour une somme de 17 318,98 sous plus taxes, représentant l'achat de l'unité, la main-d'œuvre, le service de grue et le matériel requis. De plus d'imputer le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique. 9.1, autorisation de signature, Sylvain. Oui, l'autorisation de signature d'une entente pour l'installation d'une borne sèche. Attendu que la Ville doit procéder à l'installation de bornes sèches sur son territoire afin de répondre aux exigences du schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville estime que l'installation d'une borne sèche implantée à partir d'un plan d'eau situé sur le lot 5 991 031 constitue un endroit favorable à l'installation d'un tel équipement afin d'augmenter la couverture incendie pour les résidents du secteur sud. Attendu que M. Clément Rochette, propriétaire du lot 5 991 031, possède un lac privé et qu'il en est disposé à permettre l'installation d'une borne sèche destinée à la protection contre les incendies et dont la prise d'eau serait à même ce dernier. Attendu que M. Rochette a pris connaissance du projet d'entente et s'en déclare satisfait. Attendu que le projet d'entente préparé par Mme l'assistante greffière Mélanie Côté attendu que le projet d'entente préparé par Mme l'assistante greffière Mélanie Côté a été soumis aux élus pour une étude et approbation. Attendu que le rapport de Mme l'assistante greffière Mélanie Côté en date du 20 juin 2022, je propose que le Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et Mme la greffière et la directrice des affaires juridiques Isabelle Bernier, ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante greffière Mme Mélanie Côté, à signer l'entente pour l'installation d'une borne sèche. Et également d'autoriser M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau à soumettre une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et une autre au ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de paiement, José.
Oui, autorisation de paiement, subvention au camp de jour du Club nautique du Lac-Saint-Joseph. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a conclu une entente avec le Club nautique du Lac-Saint-Joseph pour le camp de jour de l'été 2021. Attendu que, selon cette entente, la Ville verse un montant par semaine de 31 $ pour le premier enfant, de 38 $ pour le deuxième enfant et de 46 $ pour le troisième enfant et les suivants. Attendu que le Club nautique du Lac-Saint-Joseph a fourni la liste des enfants inscrits au camp de jour provenant de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, attendu le rapport de Mme la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois, en date du 16 juin 2022, je propose d'autoriser le paiement de 7 597 $ au Club nautique du Lac-Saint-Joseph, représentant la subvention accordée en vertu du protocole d'entente en vigueur pour les enfants de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui ont fréquenté le camp de jour à l'été 2021. Et de plus, d'utiliser la provision effectuée en 2021 au montant de 3 213 $ au poste budgétaire, autres comptes à payer, et d'imputer le solde de la dépense, soit 4 384 $ au poste de remboursement de camp de jour, autres, après une approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, Marc-Antoine, oui. Pardon. Martin, oui. 10.2. Embauche. Marc-Antoine? Oui. Alors, c'est pour l'entérinement d'embauche des employés occasionnels pour le soccer. Entendu qu'un deuxième affichage du concours d'aide technique pour la saison de soccer de l'été 2022 a eu lieu. Entendu que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Entendu le rapport de Mme la directrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 17 juin 2022. Je propose d'entériner l'embauche des personnes suivantes au poste d'aide technique, soit Jade Tremblay et Mathis Alain pour l'été 2022, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3. Embauche. Marc-Antoine? Alors, maintenant, c'est l'entériment d'embauche pour les manœuvres au service sport, loisirs et vie communautaire. Entendu que les besoins en main-d'œuvre pour la maintenance au parc du Grand Héron et le support lors des événements ainsi que le marché public ont considérablement augmenté. Entendu qu'un concours a eu lieu afin d'embaucher des étudiants comme manœuvre pour le service sport, loisirs et communautaire et vie, au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Entendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 20 juin 2022. Je propose d'entériner l'embauche des Monsieur Olivier Savard-Tardy et Cédric Jean au poste de manœuvre au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, et de plus que la période d'embauche soit de 9 semaines pour un maximum de 40 heures par semaine et qu'ils soient rémunérés à l'échelon 1 de la grille salariale des journaliers occasionnels. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4. Amendement de résolution. Rénal? Amendement de la résolution numéro 281-2022, entérinement de l'engagement d'un employé occasionnel surveillant au parc canin. Attendu la résolution numéro 281-2022, adoptée à la séance du 13 juin 2022, concernant l'entérinement de l'engagement d'un employé occasionnel surveillant au parc canin, attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 281-2022 afin de remplacer le numéro de règlement 1479-2019 apparaissant dans la résolution par le numéro 1552-2021. Attendu le rapport de Mme la greffière Mélanie Côté en date du 20 juin 2022, je propose d'amender la résolution numéro 281-2022 afin de remplacer le numéro de règlement 1479-2019 par 1552-2021. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11. Transport. 11.1. Ouverture de rue. Sylvain? Oui, c'est l'ouverture de rue, prolongement de la rue des Sables, construite sur le lot 6 458 464. Prolongement de la rue des Sables, construite sur le lot 6 458 464. Attendu que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales attribue au Conseil compétences en matière de transport. Attendu qu'il s'avère nécessaire d'ouvrir à la circulation automobile en été comme en hiver une nouvelle rue sur le lot 6 458 464. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 16 juin 2022, je propose que le Conseil décrète l'ouverture du prolongement de la rue des Sables sur le lot 6 458 464.
Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 11.2, octroi d'un mandat de service professionnel, Sylvain. Oui, un mandat de service professionnel et autorisation de dépenses pour la réfection d'une section de la route des Érables. La réfection d'une section... Entendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle le 4 juin 2018, tel que prévu dans la loi sur les cités et villes, entre autres à l'article 573.3.1.2, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier élabore présentement son plan d'intervention en infrastructure routière locale et que pour ce dernier devra être prêt en août. Attendu qu'à partir de ce moment, il sera possible de déposer des demandes d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale dans le volet redressement. Attendu que la réfection d'une section de la route des Érables devrait apparaître parmi les priorités du plan de l'année 2023. Attendu que pour présenter une demande d'aide financière, il est nécessaire de préparer des plans et devis du projet ainsi que de l'estimation des coûts. Attendu l'offre de prix soumise par la firme Cima Plus en date du 14 juin 2022 au montant de 16 500 $ plus taxes. Attendu qu'un budget doit également être prévu pour permettre les travaux d'arpentage et de la réalisation d'une étude géotechnique et toxicologique. Attendu le rapport de M. le directeur général et greffier, attendu le rapport de M. le directeur de services techniques et directeur général Martin Carreau en date du 20 juin 2022, je propose de mandater la firme Cima Plus pour la préparation des plans et devis du projet de réfection d'une section de la route des Érables pour une somme de 16 500 $ plus taxes et dont les détails apparaissent à la proposition soumise par la firme en date du 14 juin 2022, et également d'autoriser un budget de 21 500 $ plus taxes pour les travaux d'arpentage ainsi que la réalisation d'une étude géotechnique et toxicologique, et finalement d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, demande d'aide financière. Oui, pour le programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a pris connaissance des modalités d'application des volets de redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que dans le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau représente ces dernières auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée des coûts des travaux. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 15 juin 2022, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, autorisation, Sylvain. Oui, une tentation de modification de l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard H. Attendu que les travaux de construction de la deuxième partie de la rue parallèle ont débuté ce printemps. Attendu que lors de l'implantation des travaux, il a été constaté la présence d'un poteau appartenant à Bell Canada, sur lequel se retrouvent des câbles de communication et un réseau électrique triphasé. Attendu qu'il est donc nécessaire de relocaliser l'emprise de la rue parallèle donnant sur la rue Édouard H. Attendu les plans joints au présent rapport. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 17 juin 2022, je propose d'autoriser le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau à effectuer toutes les démarches nécessaires afin de localiser l'intersection de la rue parallèle avec la rue Édouard H selon les plans proposés. Les parcelles du terrain peuvent être échangées sans frais pour des superficies équivalentes et le prix pour la vente des parcelles de terrain excédentaires
appartenant à la Ville est fixé à 10 du pied carré. De plus, d'imputer le montant des frais d'arpentage nécessaires à cette opération au numéro de règlement 1428-2018. Merci. Vote. Oui. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, l'autorisation de paiement numéro 1, travaux de réhabilitation du réseau d'égouts de la route Fossambeau-Nord. Attendu que les travaux de réhabilitation du réseau d'égouts de la route Fossambeau-Nord effectués par la compagnie Les Excavations La Fontaine Incorporée. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Pinard, ingénieur de la firme Géniaux Expert Conseil en date du 8 juin 2022. Attendu le rapport de M. le chargé de projet Simon Montevaleur en date du 17 juin 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à Les Excavations La Fontaine Incorporée au montant de 345 016,03 $. Ce montant tient compte des travaux effectués au 7 juin 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes, et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1566-2022-01 et d'inscrire le montant de la retenue contractuelle au poste budgétaire numéro 55-136-00-001. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, autorisé de paiement numéro 1, Sylvain. Oui, pour la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Attendu les travaux de mise à niveau de l'usine de production d'eau potable du Chêné réalisés par la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé. Attendu la recommandation de paiement de M. Nicolas Martin, ingénieur de la firme GBI, en date du 15 juin 2022. Attendu le rapport de M. le chargé de projet Simon Montevaleur en date du 17 juin 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 146 050,63 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 8 juin 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021 et d'inscrire le montant de la retenue contractuelle au poste budgétaire 55-136-00-001. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait rien. Donc, on va passer à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vous demande de vous présenter au micro et de vous nommer, s'il vous plaît. C'est le moment? Oui. Bonjour à tous. François Boutette, 63 route Montcalm. Vous êtes au courant un peu de la problématique. On s'en était parlé quelques semaines. Premièrement, je voulais savoir s'il y avait eu du nouveau là-dedans. D'après moi, non, oui, car c'est aussi pire que c'était, sinon empiré. Il y a des matins, notamment ce matin, là, ils se reprenaient pour la Saint-Jean, là, puis c'était à toutes les 15 secondes. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça passe, ça repasse, ça dépasse. Ça n'a pas de sens. Puis tous les voisins se plaignent. Je sais que vous avez reçu des plaintes. Je sais que vous essayez de faire de quoi, mais là, j'ai été voir des documents du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais vous lire quelques passages que j'ai, juste pour vous donner une idée, là. Mettons, « Or, une municipalité peut trouver utile de régir les lots, les constructions, les usages et les enseignes dérogatoires protégées par droit acquis en adoptant des règles particulières. D'autre part, elle permettra de favoriser l'élimination des situations nuisibles. Par exemple, le conseil municipal peut souhaiter empêcher ou limiter l'expansion de certains usages. Par exemple, avant, il passait 30 camions, là, il en passe 300. Tel un usage industriel devenu dérogatoire après l'adoption d'une nouvelle réglementation d'urbanisme. Ainsi, le conseil peut signifier dans son règlement de zonage qu'il est interdit d'étendre un tel usage dérogatoire. Ensuite, j'en ai d'autres, là. Interdire l'extension, encore une fois, ou la modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire. Si cet usage aussi a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu'elle définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'usage. Un exemple, avant, il ne faisait pas de remplissage. Il vendait du sable, il y avait tant de camions, c'était raisonnable. Là, il fait du remplissage qu'il ne faisait pas pendant très longtemps. Donc, il pourrait avoir perdu son droit acquis, d'après ce que je lis. Ensuite, prévoir par zone au règlement de lotissement les conditions particulières d'implantation, j'en passe, là,
Je vais vous lire les plus importantes ici. Ah, le fardeau de la preuve revient toujours à la personne qui prétend avoir un droit acquis. En l'occurrence, si une municipalité refuse d'émettre un permis ou un certificat reconnaissant l'existence de droit acquis, que le demandeur prétend pour sa part qu'il possède un tel droit, c'est à lui à aller devant un tribunal et à prouver qu'il en possède un. Donc, le fardeau de la preuve est au nouveau propriétaire. Ensuite, un propriétaire ne saurait invoquer des droits acquis en matière de nuisance. Les municipalités possèdent le pouvoir d'amortir les droits acquis en regard de l'affichage et des constructions, etc., des usages. C'est toutes des possibilités. Ça, c'était le document en passant de guide de prise de décision en urbanisme, règlement d'urbanisme en droit acquis et droit acquis. Ensuite, prise de décision en urbanisme, toujours du ministère, règlement sur l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances. Une municipalité peut adopter des règlements sur l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances. Elle peut définir ce qui est insalubre, ce qui constitue une nuisance ou présente un risque en matière de sécurité. Des voisins me parlent de leurs enfants, ils n'osent plus les faire sortir en vélo, ils passent des camions tout le temps, c'est assez dangereux. Elle peut par conséquent le faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui les créent ou refusent de les supprimer. Ces règlements permettent à une municipalité d'édicter des normes de comportement en société et constituent des mesures de protection des intérêts collectifs et de l'ordre public. Ces pouvoirs permettent au conseil municipal de faire supprimer toute nuisance qui est susceptible d'entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être d'une partie importante ou de la totalité de la communauté. Ensuite, j'en passe encore, là. En outre, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population. Donc, vous auriez le droit là, de faire de quoi, c'est sûr. J'en passe encore. En vertu des pouvoirs d'adopter des règlements en matière d'environnement, de salubrité, de nuisance. Bon, la première caractéristique d'une nuisance est d'entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être général d'une partie ou de toute la collectivité. Le terme nuisance peut englober toute une gamme de situations, odeurs, bruit, poussière, émanations, etc., qu'ils proviennent d'un état de choses, d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit. L'élément nuisible affiche toujours un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte. Le règlement sur les nuisances doit donc définir comme nuisance des phénomènes sérieux et non éphémères. Là, ça dure depuis le début. C'est pas éphémère 2 jours, 3 jours, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Par exemple, tout bruit n'est pas une nuisance, c'est l'abus du bruit. C'est un peu comme le passage des camions. 30 de camions par jour, on s'entend, on sait qu'il passe des camions, mais à tous les 15-20 secondes, ça se croise, ça se dépasse, ça n'a pas de sens. Des heures indues et en fait une nuisance parce qu'il est de nature à troubler le caractère paisible du voisinage. C'est tout dans les règlements. Bon. Sécurité. Ces pouvoirs permettent au conseil municipal d'intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Comme je vous disais, il y en a qui commencent à avoir peur pour leurs enfants. Là c'est les vacances, fait que les enfants vont jouer dehors, ils veulent faire du vélo. Un de mes voisins disait, pas capable de les laisser aller, c'est trop dangereux. Dans l'exercice de ses compétences en matière d'environnement, de nuisance, de salubrité et de sécurité, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire. À titre d'exemple, une municipalité locale peut adopter une politique en matière de nuisance. Des cas où un permis est requis, d'en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions, les modalités de délivrance, ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation. Ça continue, ces trois... En tout cas, je vous en lis, là. J'en ai peut-être un autre ici. Là, j'en passe, là. Je m'excuse, c'est long un peu, mais ça dit bien ce que je pense, là. Par ailleurs, lorsqu'un propriétaire ou occupant est reconnu coupable d'une infraction à un règlement municipal relatif à la salubrité et aux nuisances, un juge peut en plus d'imposer une peine ordonnée à celui-ci de faire disparaître la nuisance. C'est même dit ici, lorsqu'un citoyen constate une situation qui déroge à la réglementation municipale en matière d'insalubrité, donc s'il y avait un nouveau règlement, mettons, celui-ci peut faire appel à la municipalité pour faire corriger la situation. Toutefois, cela n'empêche pas un citoyen de demander une injonction pour
faire cesser une situation nuisible. Fait que, ben c'est ça. Comme je vous dis, j'en ai passé. Je m'excuse de la longueur, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, franchement, on pourrait faire quelque chose parce que c'est vraiment une nuisance. Il y a comme un abus de ce qu'il y avait avant. Il a dépassé les règles. Là, c'est un enfer. Ça. Puis en plus, ça détruit la route, ça brise, ça fait de la poussière. C'est très agressant. Fait que c'était ça que je voulais vous demander. Puis en même temps, vous demandez que vous deviez les rencontrer. La dernière fois qu'on était venus, vous avez dit, je rencontre les propriétaires le jeudi. Je pense qu'on C'est était pas le le mardi. propriétaire que je rencontrais, c'est son associé pour voir s'il y avait un lien avec lui. Il n'y avait pas de lien. Fait que C'est ça, je voulais voir s'il y avait du nouveau là-dessus. Bon, il y a du niveau dans le sens suivant, c'est que le dernier conseil, on a passé un règlement sur un avis de réserve qu'on appelle. C'est qu'on a la volonté tout simplement de s'asseoir avec la dite personne et de négocier avec eux autres. S'ils ne veulent pas, ben, on peut aller jusqu'à l'expropriation. L'avis de réserve, ce que ça va nous permettre de faire, c'est qu'exemple, on va prendre des chiffres. Là, disons qu'actuellement, la sablière, elle vaut 2 millions. À partir du temps, puis on a délivré l'avis de réserve, c'est vendredi passé par huissier. À partir du temps qu'ils ont eu l'avis de réserve, tout ce qu'ils vont faire comme valeur ajoutée ne peut pas modifier la valeur de base. Donc, on ne gèle pas la valeur, là, mais on gèle les investissements qu'il va y avoir. Donc, ça veut dire au moins à court terme, s'il veut construire un garage, il faudra qu'il y pense. S'il veut construire telle affaire, il faudra qu'il y pense, parce que tout ça ne sera pas comptabilisé en temps et lieu lorsqu'on va s'asseoir avec. Ça, c'est l'étape qu'on a faite le vendredi passé versus la sablière même. On va naturellement tout de suite après faire évaluer le dit terrain en bonne et due forme par des spécialistes, parce que malheureusement, une sablière, c'est pas une maison. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en compte. Puis une fois que ça va être fait, on va demander une rencontre officielle, puis s'asseoir avec eux pour voir s'il y a moyen de s'entendre à les acheter. Et sinon, bien, on a toujours le loisir de procéder à une expropriation. C'est là qu'on est rendu au moment qu'on se parle. Ça a été fait, je vous dirais, facilement là, dans les 2 semaines qui ont suivi vos interventions. Le conseil s'est réuni spécialement pour ça. On a discuté de long en large. On est conscient que ça peut coûter pas mal d'argent, mais on est conscient aussi, puis que dans la présentation qu'on a fait, Marcel et moi, on a attaqué un des points que vous avez amenés, c'est tout l'état de la route Montcalm. Il faut comprendre que Montcalm, depuis les 4 dernières années, on a quand même investi pas mal d'argent. Moi, je passe là assez souvent. Puis je vais vous dire, bien honnêtement, j'ai autant que vous autres. Parce que je regarde tout simplement l'argent des citoyens qui est mis sur Montcalm puis qui est scrappé par des gens qui ne sont pas capables de respecter d'une façon adéquate, tout simplement le savoir-vivre, point. Ça me frustre énormément aussi. Ça nous pousse à dire que même si, disons, il y avait un montant d'argent X, Y, Z à décaisser, on va le sauver parce qu'on va sauver tout simplement la détérioration de la rue Montcalm à long terme en plus de ça. Puis on parle pas de pinottes, là, jusqu'à date, là, on frise quasiment 1,5 million sur Montcalm. Pierre est allé faire un tour, tous mes gars s'en vont là, c'est pas compliqué, là. Je parlais avec Victor Vic qui est allé faire un tour. À peu près tout le monde va voir ce qui se passe à la route. On émet des contraventions une en arrière de l'autre. C'est là qu'on est rendu actuellement, mais on bouge, là, on va bouger, puis on va bouger avec le plus vite possible qu'on peut, en respectant quand même là, toutes les évaluations qu'il va falloir faire. Bon, merci. Merci. Puis, c'est comme on dit, c'est pas juste des trous dans la route, c'est un gouffre financier non, pour vous aussi. Totalement d'accord. Merci. Puis, en ce qui concerne ce que vous avez lu... dans l'âme, je vous dirais, du monde. Le monde n'en peut plus. C'est ça, surtout. En tout cas, continuez, c'est à vous. En ce qui concerne ce que vous avez lu, M. Boutette, c'est pas faux ce que vous avez lu, là, mais ça ne s'applique pas au règlement sur les carrières sablières. Le règlement sur les carrières sablières, c'est un règlement provincial. La réglementation municipale ne peut pas être plus sévère que ce qu'il y a dans le règlement provincial. Je vais terminer, là. De toute façon, les tribunaux sont positionnés souvent là, pour dire que l'exploitation d'une carrière sablière ne peut pas être empêchée par un règlement de nuisance. C'est différent en ce qui concerne la poussière dans les chemins, c'est ce qu'on fait appliquer. Là. Mais pour la balance, ces gens-là sont sur des droits acquis. C'est le règlement provincial qui s'applique. On a demandé un avis juridique le 5 de mai. L'avis juridique, puis on aurait bien aimé ça pouvoir faire plus que ça, mais l'avis juridique conclut que ces gens-là ont des droits acquis.
que c'est le règlement de ciel carrière sablière du provincial qui s'applique et qu'ils peuvent opérer en toute quiétude parce qu'ils ont des droits acquis. La sablière a été ouverte avant même le règlement provincial, avant même le règlement municipal. Alors, c'est sûr que ça a été vérifié par nos procureurs. Je vous avais expliqué la dernière fois que si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu prendre une injonction. D'ailleurs, comme citoyen, vous pourriez prendre une injonction, demander une injonction. Nos aviseurs légaux sont catégoriques. Prendre une injonction, ça serait voué à l'échec, là, compte tenu que c'est un règlement provincial. Si ce n'était pas régi par un règlement provincial, bien évidemment, le règlement municipal pourrait s'appliquer, puis ça serait beaucoup plus simple. Mais comme il y a un règlement provincial, on ne peut pas réglementer de façon plus sévère que ce que le provincial a fait. Malheureusement, le provincial, là, en matière de droits acquis, ils sont très larges, là, puis ils permettent plein de choses, puis on est pris avec ça. J'ai été voir ça, les règlements sur les sablières et carrières. Ouais. Vous avez raison. Dans la carrière, ils peuvent faire des choses, droit acquis, tout ça, mais là, on parle de l'extérieur. Puis ils n'ont pas le droit à nuire à plus que 10 mètres, je crois, pour les voisins. Tu sais, j'ai pas mal lu ça, puis je n'ai pas apporté les documents. Mais ça, c'est dans le règlement. Mais même le règlement provincial ne s'applique pas. Parce qu'ils ont des droits acquis en fonction du règlement provincial aussi. Mais ils n'ont pas un droit acquis de nuisance sur la route puis sur les voisins. Bien, sur la route, on fait appliquer la question du bruit, de la poussière, ces choses-là. Il y a déjà pas mal de contraventions qui ont été données sur la route, là. Mais pour la balance, vous pouvez vérifier que le ministère de l'Environnement, là, vous pouvez appeler à l'environnement, vous pouvez vérifier, vous pouvez appeler au ministère des Affaires municipales. Ils vont vous dire ce que je vous dis. Puis ça a été validé par nos aviseurs à partir du 5 mai déjà. Mais ce qu'on a fait jusqu'à date, ça fait suite d'ailleurs à l'avis légal qu'on a eu. Quand vous nous avez rencontrés, on a écouté. Après ça, on a discuté à l'interne au niveau de la permanence. Puis après ça, comme je vous dis, on a fait une réunion spéciale là-dessus. On a fait la réunion spéciale après qu'on a eu notre avis légal. On n'a pas le choix comme ville. Hein? Puis je vous le dis, là, il y a des fois, j'aimerais ça en mot dit d'avoir les mains pas mal moins liées que je les ai. Je vous en passe un papier, là. J'en ai quelqu'un qui est sur Jolicoeur. Il y a un pick-up qui est là depuis à peu près 2 semaines, toute défaite, la suspension à terre. Ça fait 3 fois qu'on demande à la SQDLI. C'est toutes des affaires que malheureusement, là, on est de même. C'est plate, là, carrément de même. Sauf que quand on a eu l'avis légal, puis on a parlé avec les conseillers ont tous été unanimes. On est capable de s'en aller en face de nos citoyens puis à dire que oui, il va être justifiable de dépenser un certain montant d'argent pour se débarrasser de cette sablière-là parce qu'on va le sauver à long terme sur l'infrastructure de Montcalm. Et voilà, tout le monde va être gagnant. Oui. Fait que c'est là qu'on est rendu. Les autres, s'ils veulent parler. Là, pas de problème. En tout cas, je vous remercie de faire de quoi. J'espère que vous allez réussir à faire de quoi parce que c'est vraiment intolérable. J'ai une tête de cochon qui a été vous pour. Je parle dans la route, pardon? J'ai une tête de cochon qui a été vous pour. Non, mais allez-y, saccager la porcherie, comme on dit. Oui, n'hésitez pas. Ben, merci. Là. Ça fait plaisir. Autre intervention? Oui, bonjour. Bonjour. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Robert Gauvreau, 274 route Montcalm. Je viens un peu pour le même problème, mais je pense que tout a été dit de votre part et de la part de M. Boutet. Là, je ne rajouterai pas grand-chose. Seulement sur la dangerosité de la route. Moi, cette semaine, je me suis retrouvé vraiment là, près de mourir quasiment. Là. Il y avait on appelle le Zamboni, je vais appeler le Zamboni. Là. Le camion bras, c'est le camion citerne, je crois, qui était, je sais pas s'il était pris en plein milieu de la côte. Moi, je descendais à la côte, je ne l'ai jamais vu. La route, il pleuvait, la route était très glissante. Là, c'est sur 200 pieds la route, c'était ça des pattes de boue. Hein. J'ai perdu le contrôle. Il y a une voiture qui s'en venait de l'autre bord. Il n'y a aucun signaleur dans la rue. Ça, c'est vraiment des infractions. Pour avoir un signaleur, là, quand il y a 2 camions comme ça qui se promènent dans la rue, un qui reste pris. Moi, j'ai été chanceux quand même. J'ai réussi à garder le contrôle, l'autre voiture aussi, mais il aurait pu y avoir de la mortalité dans ça. Puis il aurait pu y avoir des enfants dans la rue, des cyclistes. Il passe beaucoup de cyclistes sur Montcalm, hein? On le sait tous. Hein? Ça passe à coup de 20, 30, 50 personnes à la fois.
sur une route telle qu'elle est aussi, ça n'incite pas le monde non plus à venir à Sainte-Catherine là, par Montcalm, ça c'est sûr. Mais je crois que tout a été dit. Je remercie beaucoup votre intervention, ce que nous avez apporté. Puis, on va continuer, puis on va aller jusqu'au bout. Là, ça. Je pense que vous allez continuer dans le bon sens. Puis vous pouvez compter sur nous autres. Là. Il n'est pas question que ça reste de même. Là. On a eu nos avis légaux, on est capable d'y aller. Puis, comme j'avais dit à la dernière réunion, il y a quand même le fait que je suis responsable de la gestion financière de la ville, puis je suis responsable des taxes qui nous sont données pour la faire. Ce que je voulais faire, c'est trouver réellement la tâche puis l'ancrage pour être capable d'arriver puis de dire oui, on fait le move, puis de justifier à mes citoyens qu'on l'a fait pour des raisons pécuniaires, court terme, moyen et long terme. Là, on l'a, on a nos chiffres, on a nos avis légaux, puis on va continuer. OK. Moi, j'allais pour la détérioration de la rue. C'est ce qu'on a été assez brisé de même. C'était le premier argument que j'ai donné aux conseillers que j'ai rencontrés. Oui, définitivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Madame? Bonjour, Audrey Baudouin, 29 route Montcalm. Je venais en appui à mes collègues, mes voisins. Quand vous dites, j'ai plus une question, quand vous dites on a donné des infractions à la compagnie, c'est-tu par rapport à la vitesse des camions et tout? Oh, il y en a un paquet. Là. Les vitesses, c'est pas nous autres. OK. C'est malheureusement la SQ, OK. Parce qu'on n'a pas de police. OK. Non, mais dans le sens que moi, je me fais un peu porte-parole des parents, là, puis des jeunes enfants. Quand je déménageais sur Montcalm, mes enfants étaient tout jeunes, 2014. Ils n'ont jamais eu le droit de mettre le pied dans la rue. Là, ça a toujours été non. Là, ils ont vieilli, fait que là, je leur permets de sortir. Mais le problème, c'est ça, c'est la vitesse des camions. Là. Mais ils vont très vite, plus que 50 km/h, ça, c'est sûr. Puis, ça n'arrête pas comme on veut un camion. Là. Fait que, c'est ça. Tout a été dit, là, mais franchement, je tenais à quand même appuyer les voisins dans ce sens-là. Les camions, il faut faire attention parce que les SQ nous ont dit qu'ils ont fait quand même, on leur a demandé de faire des blitz, nous autres, puis ils les ont fait. Ouais. Il n'y a aucun camion qui a reçu une contravention pour excès de vitesse. Ouais. Moi, j'ai déjà été chauffeur. Ouais. Puis, c'est une unité qui est quand même grosse. Puis il va aller, exemple, à 40 km/h, il donne l'impression quasiment de rouler à 60. C'est réellement psychologique, là. Fait qu'à partir de... Moi, quand j'ai déménagé en 2014, là, il y avait peut-être une trentaine de camions. Puis j'étais enceinte, je passais la journée, à l'été, là, dans la maison. Puis là, ça vibrait. Là, je dis, ben voyons, c'est un vice caché. Ça, le propriétaire nous a pas dit qu'il y avait autant de camions. C'était notre responsabilité, on venait d'une autre ville, on connaissait pas. Fait que, on l'a pris sur nous. Mais là, c'est plus la même chose, là. On sait vraiment... Là, c'est un vice caché. Là, je pourrais pas vendre ma maison sans le dire. J'habite juste en face de la rivière. C'est magnifique, là. C'est le plus beau coin, je pense, de Sainte-Catherine. C'est super beau. Je suis enseignante, je passe mes étés dehors, puis c'est tout le temps, là. C'est ça. Mais merci de votre ouverture. Merci. Je pense que les choses vont changer. Puis je pense qu'on va pouvoir le dire à nos voisins aussi. Mais j'avais rencontré quelqu'un à Saint-Denis-Garneau quand il y a eu la remise des mérites, là, puis j'avais fait le message aux gens qui sont venus me voir, qu'effectivement, on était en processus de prendre des actions. Puis je l'ai dit, puis je vous le dis encore, là, si j'avais des moyens plus directs puis plus simples, je vous jure que je les prendrais puis je frapperais avec un grand plaisir pour ça. Est-ce que je les connais pas, mais est-ce qu'ils sont de bonne foi, eux, ou... Bon, pour l'instant, on peut se poser des questions parce qu'on lui demande de faire certaines choses, ils les font pas. Ils nous promettent un paquet d'affaires qu'ils font pas non plus. Le fameux balai mécanique est supposé être là régulièrement pour nettoyer. Ce que vous avez parlé tantôt, je l'ai entendu parler effectivement. Je voulais vous dire qu'on a du monde qui se promène, c'est Vic qui m'en a parlé, qu'effectivement, combiné avec la boîte, parce qu'il y avait quand même l'état de la rue, que c'était excessivement dangereux dans cette côte-là. Le balai n'était même pas capable de monter. Fait que vous voyez quand même là, que tombe pas dans l'arrêt des sourds. Là. Mais on est coincé avec une façon de faire. Marcel vous a expliqué le problème de la motadite sablière versus les droits acquis. Et effectivement, tout ce qui a été fait avant la dite année, ben c'est ça le droit acquis. C'est pas d'autre chose que ça. C'est plate, mais ça nous gèle jusqu'à un certain point. Mais on va continuer, puis comme je vous dis, là, la décision est prise au conseil qu'on va aller jusqu'au stade 1, essayer de négocier avec eux autres, mais s'ils ne sont pas capables, ben, just too bad. Bienvenue.
Autre question ou intervention? C'est correct? Je vous souhaite quand même un bel été quand même, là, je sais. Clôture de la séance, Martin? Oui, alors je propose de clore la séance ordinaire du Conseil du 27 juin 2022. Il est présentement 20h14. Merci beaucoup. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Vous avez 40 quelques années passées d'expérience ici, là. Fait que... Non, il est surtout au courant de bien des affaires, mais vous avouez bien honnêtement, là, c'est une méchante mémoire vivante. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.